Je vais partager mon écran ici. Donc, comme je disais, je vais survoler. Vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat au fur et à mesure, mais peut-être plus aussi à la fin, là, si vous avez des questions. Donc, je veux vous montrer en fait comment remplir les informations. Puis il y a aussi, je vais aller un petit peu plus spécifiquement. Vu que c'est la saison des REER, je me suis dit, je vais faire une petite explication comment utiliser l'outil pour voir REER CELI. Mais d'abord, on va rentrer les données, puis après, on va aller un petit peu plus dans ce petit morceau-là là, de comparatif là, d'épargne de REER et de CELI. Donc, quand on achète l'outil et qu'on télécharge le fichier Excel, on arrive avec un fichier comme ça. Donc, on a le nom de la personne qui a créé le compte avec son mois et son année de naissance qui est pré-rempli. Puis tout le reste est à remplir, enregistré sur votre ordinateur, etc. Donc, quand on commence, vous pouvez ajouter le nom d'un conjoint. Pour faire simple, je vais juste rester une personne, là, mais vous pouvez rajouter le conjoint, toutes les informations du conjoint, les enfants, juste pour la location familiale de tout à l'heure. Je vais en mettre un. Etc. Vous pouvez dire à quel mois vous rentrez les données. Alors ça peut être, important de le faire par rapport au rendement, parce que si vous dites que vous faites un 5% de rendement sur 100 000 de REER, ben, si vous mettez 100 000 votre information 100 000 de REER, je vais mettre ça d'ailleurs, euh, euh, en janvier versus en novembre, ben, tu sais, pour la première année, pour l'année 2024, c'est pas vrai qu'on va avoir 5% de 100 000 juste pour un mois, là. Donc, c'est juste pour ça qu'on définit le mois ici. OK, donc je vais remplir des données. Je mets un petit peu n'importe quoi, là. C'est peut-être pas cohérent, mes affaires, là, mais c'est juste pour avoir quelque chose, puis pour essayer de vous expliquer au fur et à mesure que je remplis n'importe quoi. De toute façon, même si je fais une étude de cas, ça ne sera jamais la même réponse que votre situation personnelle. Donc, l'important, c'est vos chiffres à vous là, quand vous allez les rentrer. Donc, on rentre les épargnes, donc REER, CELI non enregistrés. Vous allez voir que si vous avez un CRI, ça va être ailleurs. J'ai une prochaine version qui s'en vient, mais je parle pas, je vais essayer de ne pas parler de la prochaine version trop. Euh, Pourquoi c'est important? C'est important de mettre les droits de cotisation inutilisés. Je vais vous le revenir là-dessus. Même si vous êtes déjà à la retraite, pour le CELI, c'est important de définir les droits de cotisation inutilisés. Donc, vous pouvez aller chercher dans mon dossier de l'ARC et prendre vos chiffres ici. Donc, on a quelqu'un avec un salaire de 80 000, par exemple. Donc, on met le salaire, tout ça. Le tableau de la RRQ dans cette première fenêtre, c'est pas mal celle plus compliquée à utiliser, là. Il faut bien comprendre que, on a trois choix pour rentrer l'information de la RRQ. Soit on choisit simulation, relevé ou voici ce que je vais avoir à tel âge. Donc, si je choisis simulation, ce que ça demande, c'est à quel âge vous avez commencé à cotiser à la RRQ. Mettons 23 ans après vos études. Et puis, ben là, il va calculer selon l'âge de cotisation, selon le salaire, etc. Il va calculer comme Simul-R de Retraite Québec, si vous connaissez déjà ça. Donc, ça va reproduire le même calcul. Sinon, à la place, si vous voulez avoir le montant du relevé, donc là, vous pouvez récupérer votre relevé et puis savoir, ben, ça sera combien à 65 ans. Je sais pas, moi, je mets 14 000, par exemple. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et en faisant ce choix-là, ben là, l'avantage en utilisant ça à la place du tableau d'en dessous, c'est que ici, ça dit combien pour le calcul du RRQ. Mais après, vous pourrez faire fluctuer l'âge à laquelle vous pouvez demander la RRQ. Parce que vous pouvez arrêter de cotiser à 60 ans et puis commencer à prendre à 65 ans, par exemple, ou 60. Maintenant, c'est jusqu'à 72. On va voir, c'est dans les hypothèses de calcul qu'on va pouvoir faire ça. Par contre, si vous recevez déjà la RRQ, par exemple, donc vous savez, à l'âge actuel, c'est l'âge de début des prestations, mais mettons, vous pouvez mettre votre âge actuel ou l'âge auquel vous avez commencé à le recevoir, puis le montant que vous allez recevoir en 2024, parce que là, c'est le fichier 2024. Donc, ça, c'est plus si vous le recevez déjà ou si vous êtes sûr, ça va être ce montant-là, à tel âge. Je ne veux pas niaiser avec l'âge à laquelle je vais recevoir la RRQ. On met ça dans
dans ce tableau-là. Sinon, on utilise en haut. OK. Bon, je sais, j'ai souvent des questions avec ça, c'est pour ça que je l'explique. Ah, oh, petite chose, parce que je vois souvent des erreurs aussi, les montants partout dans le fichier, c'est toujours annuel. Puis ça m'arrive de voir des gens qui omettent les montants mensuels ici. Donc attention, le relevé donne un montant mensuel en fois 12, puis on a le montant annuel. OK, donc on va passer dans l'hypothèse de calcul. Ici, puis on va y revenir ici, là, parce que c'est là qu'on joue avec les chiffres un peu. Donc là, on met les dépenses nettes qu'on a besoin. Ça, c'est le chiffre le plus difficile à trouver. Combien j'ai besoin pour vivre, là, ça, c'est pas facile à savoir. Il y a plein de manières de le calculer, de le vérifier, de le savoir. Je pourrais en parler pendant pas mal de temps, mais on, on va laisser ça comme ça. Donc, c'est le montant net. Pourquoi le net? Parce qu'on vit là-dessus. Puis moi, je calcule les impôts de toute façon avec tout le reste. Parce que avoir 50 000 net, enfin, si je sors 50 000 de CELI, je vais l'avoir, mon 50 000 net, mais il faudrait que je sorte plus en REER pour avoir mon 50 000 net. Donc, dépendamment de ce qui est décaissé, moi, à partir du moment où on est à la retraite, je calcule les impôts, je calcule tout là, pour savoir que vous ayez 50 000 net après dans les poches chaque année. Bon, on va voir, on peut faire fluctuer aussi ce montant-là, là. Comme j'ai dit, je pourrais en parler pendant des heures de toutes les fonctionnalités. OK. Donc, il nous reste, mettons, pour cette personne-là, j'ai mis quelqu'un qui était quand même assez loin de la retraite. Il lui reste 15 ans à travailler. Mettons, on veut voir s'il peut arrêter de travailler à 60 ans. Puis là, je sais pas, mais on va mettre un chiffron. C'est une personne qui épargne 10 000 par année. Bon. Bon, là, ça serait pas très bon. Par contre, on va y revenir à cette page-là. Je voulais avant qu'on finir. En fait, avant de jouer avec les chiffres, il faut finir de tout remplir. Dans notre cas, mettons, on peut aller dans l'onglet pension. Ici, il peut y avoir des pensions. Donc là, il faut remplir aussi, si j'ai une pension, il faut mettre ça ici. Ou un CRI, c'est ici que ça se place aussi. Donc, ça peut être une personne qui a la REGOP. Donc, la logique un peu, c'est de remplir les cases en jaune. Pour le REGOP, c'est facile, là, c'est les choses qui sont dans le relevé, puis ça se calcule tout seul. Puis, mettons, si on dit je travaille une année de plus, une année de moins, ça se recalcule tout seul. Donc ça, le REGOP, le RRPE, ça se fait bien, on a juste à dire si c'est le REGOP ou le RRPE. Si c'est une pension autre, souvent, il n'y a pas forcément l'information sur votre relevé, à savoir comment c'est calculé. Donc, j'ai encadré en rouge le minimum à remplir. Donc, c'est-à-dire, mettons, la personne ici, à 60 ans, elle va recevoir, je ne sais pas moi, 35 000 de pension. Est-ce que la pension, elle est coordonnée à 65 ans? Donc, c'est-à-dire que la pension réduit à 65 ans ou pas? Mettons, je fais n'importe quoi, hein. Donc là, on fait réduire à 65 ans. Ça va être marqué sur le relevé, là. Puis, ce qui est important, c'est est-ce que la pension, elle est indexée ou pas? Il n'y en a plus tant que ça, des pensions qui sont indexées, malheureusement. C'est ça. Ça, c'est pour les pensions. Il y a aussi, bon, une rente viagère. Si vous avez une rente viagère, vous pouvez rentrer ça là. Ça peut être aussi un CRI slash FRV, ça dépend comment vous l'avez fait, enfin, où est-ce que vous en êtes là. Si vous avez, mettons ici, on va en mettre un là pour montrer. J'ai 40 000, soit je continue à cotiser, donc je peux mettre le salaire sur lequel on continue à cotiser là-dessus. Donc là, soit je continue à cotiser, puis ça va augmenter le total final. Soit, si je laisse rien, ben, ça va être notre 40 000 avec les rendements et tout ça. Ben, quand on sera rendu à le sortir, ça va juste définir un autre montant, mais il n'y a rien qui se rajoute si on ne met pas de salaire ici. Donc, ça pourrait être, mettons, j'ai un ancien travail, je suis sortie de là, j'ai un CRI, il traîne là pour l'instant, puis je l'utiliserai à ma retraite. Ce qui est important avec le CRI, c'est que quand on est rendu à la retraite, est-ce qu'il va être transféré dans un FRV ou pas? En général, le CRI est transféré. Donc, j'ai mis par défaut oui. Donc, le principe, c'est que quand on a un CRI qui a été transféré en FRV, ben, on a un minimum et un maximum euh, qu'on peut sortir. C'est limité. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis comme un REER normal, parce qu'on ne peut pas tout sortir d'un coup. La loi va peut-être changer bientôt, là, j'ai vu ça, mais pour l'instant, c'est ça les règles, donc ça reste comme ça. Euh,
Donc là, on peut définir min-max. Bon, j'avais dit que je n'allais pas passer trop de temps dans chaque fonctionnalité, donc c'est ici qu'on met les pensions. On peut rajouter aussi, si on veut, les biens immobiliers, donc la maison, qu'on ait envie de la vendre ou pas, pendant la retraite, on peut le mettre juste pour avoir à titre informatif l'actif total aussi. Ça peut être un condo locatif, on peut mettre les revenus de location ici, ça va faire un revenu additionnel pendant la retraite. On peut mettre une année de vente, ça va calculer tout seul. Je ne voulais pas rentrer dans le détail forcément ici, mais vous savez qu'il y a la possibilité. Petite parenthèse, euh, j'ai deux versions. J'ai la version de base et la version avancée. C'est le même fichier. La seule différence, c'est que pour la version de base, certains onglets ne sont pas accessibles. Donc, par exemple, immobilier ne sera pas accessible dans la version de base, société non plus, et ni non plus les options avancées. Donc, société, c'est société de gestion, société opérante. Je rentrerai vraiment pas dans les détails ici, c'est beaucoup assez complexe. Mais ceux qui ont des sociétés, ils connaissent un peu le vocabulaire, j'espère, ou en tout cas, on demande au comptable de donner les informations pour remplir tout ça. Donc, pour une société, on peut gérer les décaissements de la société, on peut gérer la vente aussi. C'est plein de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, on remplit tout ça. Une fois qu'on a rempli tout ça, on revient dans l'hypothèse de calcul. Donc là, on voit que le graphique a augmenté parce qu'on a une pension de plus. Là, ça change un peu la donne. Donc, la logique dans tout ça, c'est que ici, là, on peut jouer avec les chiffres. Donc, nos dépenses ne vont pas forcément changer. Les années avant la retraite, ben là, on peut dire, bon, est-ce que je peux travailler jusqu'à 60 ans ou il faut que je travaille un peu plus, un peu moins, l'épargne, qu'est-ce que ça impacte et tout ça. Euh, la logique de cette page-là, déjà dans cette page, bon, il y a le graphique. Ici, c'est le graphique REER CELI non enregistré, donc la variation du capital dans le temps. Il y a aussi ce graphique-là qui est très, très important, à savoir, bon, on voit que la retraite commence ici, là, à savoir quelles vont être mes sources de revenus à la retraite. Donc là, on voit, bon, il y a la sécurité vieillesse, la RRQ, puis on a la pension, on a notre petit FRV, là, le fonds de revenu viager de notre CRI de tout à l'heure. Et puis le bleu, c'est, ben, il faut que, tu sais, mes dépenses sont la ligne noire. Donc, il faut que je compense après tout le reste qui rentre, là, il faut que je compense en allant chercher dans mon capital. Et c'est là que se joue toute la stratégie intéressante qui peut nous faire vraiment sauver de l'argent ou en tout cas réduire l'impact fiscal, c'est de savoir dans quel ordre on va décaisser les choses, puis etc. Donc, la- le, le- le dernier graphique ici qui est présenté sur cette page, c'est la source du capital. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans quel ordre? Puis ça peut varier en fonction de notre stratégie qu'on a définie aussi. Donc, ici, par exemple, ben, dans le cas pour l'instant, là, j'ai rien optimisé, là, j'ai juste laissé comme ça. Donc là, il y a le CELI qui est vidé en premier, puis après, c'est le REER. Est-ce que c'est la meilleure solution dans leur cas? Dans ce cas-là, pas forcément. Donc, ici, quand on veut jouer avec les chiffres, moi, je recommande d'utiliser ce tableau-là. Ce tableau-là, c'est un comparatif. Donc, on a une solution de base. OK? Puis, on va faire enregistrer pour enregistrer notre solution actuelle. Après, on fait un changement. Par exemple, si la personne travaille une année de plus, qu'est-ce que ça donne? Donc, une année de plus, on gagne 4 ans de retraite là, parce qu'on avait l'épuisement du capital à 86 ans avant. Puis là, ben, en travaillant une année de plus, ben, on pige moins dans ses économies, on épargne plus. Donc, hop, ça nous fait 4 ans de plus à réussir à vivre selon les moyens, les dépenses qu'on avait besoin. Donc, ici, il y a des informations. Euh, S'il y a un déficit, de combien va être le déficit? Les impôts qu'il va y avoir totaux à payer, oui, ça fait mal au cœur quand on voit ça. Les impôts à payer tout le long de la retraite, parce que ça peut être une durée assez longue. Là, là, j'avais mis un enfant, donc les allocations familiales. Bon, s'il y a une réduction de sécurité vieillesse, combien ça va être mon capital au début de la retraite, puis le capital à la fin. Donc, ça, voilà. Là, je vais aller. Donc, à chaque fois que vous voulez faire un petit changement, là, mettons, vous voulez essayer les stratégies. Donc, on va changer le petit X, on va le mettre là. Est-ce que c'est mieux de faire ça comme ça ou pas? Ah, ben oui, c'est mieux, tu sais.
Tant que c'est vert, c'est bon. Quand c'est rouge, c'est pas bon. En gros, c'est ça, là, mais vous pouvez analyser chacun des champs. Donc, vous pouvez jouer avec les stratégies. Donc là, par exemple, euh, juste vite, vite, là, parce que je sais que c'est pas forcément clair, les stratégies qui sont. Les stratégies, selon le petit X où il est placé, moi, ce que ça va faire, ça va me dire, bon, combien je vais pouvoir décaisser en REER, combien je vais pouvoir décaisser en enregistré ensuite, puis après en CELI. Donc, par exemple, le premier choix, c'est je vais essayer de décaisser du REER, mais sans payer d'impôt. Comment je peux décaisser du REER sans payer d'impôt? C'est si j'ai vraiment rien, là, pas de pension, rien qui rentre, pas de RRQ, rien. J'ai juste du REER, du CELI, ben, techniquement, je pourrais sortir 15 000 parce que le montant de base, c'est le montant où je ne paye pas d'impôt, c'est 15 000. Donc, je peux sortir 15 000 de REER et puis je complète avec du CELI. Toujours ces stratégies, les deux premières, beaucoup de stratégies. Si j'ai pas de CELI, si tout est imposable, que on prenne d'un bord ou de l'autre, on paye des impôts pareil. Donc, c'est moins le fun un peu quand il n'y a pas de CELI. Le deuxième, ce que ça fait, c'est un peu la même chose, mais ça reste sous le premier palier d'imposition qui est à peu près à 50 000. Donc là, ça va essayer de décaisser du REER, mais tout en restant en dessous le premier palier d'imposition. Puis après, on va piocher dans le non-enregistré, dans le CELI. Bon, le troisième, bah, ça dit ce que ça dit. Là, là il n'y en a pas, mais si j'avais du non-enregistré, on dit on décaisse le non-enregistré en premier. Puis le dernier, ça, c'est le plus flexible, c'est de dire, ben, comment je vais choisir la proportion de REER? Donc là, par exemple, ben, je dis je sors toutes mes REER en premier. Donc là, ça va s'impacter là sur mon capital, mais sur aussi comment je vais voir ma source de capital ici. Ça dépend beaucoup de la stratégie. Donc là, si je mets 50%, ben, est-ce que j'ai besoin de décaisser? Je vais faire 50% en CELI, 50% en REER. Donc là, vous vous dites, mais pourquoi? Là, j'ai juste du REER, puis pourquoi tout d'un coup, c'est plus 50%? Mais c'est parce que on atteint 71 ans, puis là, notre REER est transformé en fer, et on est obligé de sortir un certain pourcentage de nos REER. Donc, même si j'avais dit 50-50, ben, à 71 ans, je suis obligée de sortir ça de mes REER. Donc, si j'ai déjà assez d'argent, je n'ai pas besoin d'aller rechercher du CELI. Bon, bref. Tiens, je vais le remettre ici. Il avait l'air bien ici. Donc, mon fichier, c'est un peu de l'essai-erreur, mais c'est de trouver la meilleure solution parce que moi, je ne suis pas pour un petit piton magique qui montre toutes les solutions parce que chacun, c'est différent. Ici, ça peut être intéressant versus, je donne un exemple rapide, là. Mettons qu'ici, je mets 100% comme on avait tout à l'heure. Donc là, j'ai enregistré tout à l'heure quand on avait le X ici. J'ai fait un enregistrement pour pouvoir comparer deux solutions. Donc on voit que de décaisser tous ces REER, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Là, on voit qu'on perd, entre guillemets, une année de capital. Donc on a assez d'argent jusqu'à 90 au lieu de 91. Par contre, ça dépend de l'objectif. Si votre objectif, puis là, bon, il n'y en a pas assez, là, ce serait bien qu'il y en ait jusqu'à la mort, là, mais si votre objectif, c'est de donner un héritage, ben, donner un héritage de CELI, le vert ici, tu sais, mettons, vous décédez à ce moment-là, parce que c'est pas sûr que vous allez arriver jusqu'à 90 ans, ben, donner un héritage de CELI versus REER, tu sais, ça peut être plus intéressant, là. Donc, ça dépend des objectifs. On pourrait dire, ben oui, je perds un peu d'argent, mais mon héritage est plus intéressant, donc peut-être que ça serait mieux. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut quand même qu'il fasse en sorte de réussir à vivre jusqu'à la fin de sa vie avec de l'argent, là, mais ça, c'est son objectif premier, normalement. Bon. Donc, en fait, c'est ça la logique des stratégies. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Pareil, on peut utiliser l'outil pour dire, bah, comme je disais, est-ce que c'est mieux de prendre ma RRQ à 60 ans dans ce cas-là, ou de le repousser, là, pas vraiment, ou de le repousser un petit peu plus. Donc, chaque choix qu'on fait, pareil, la sécurité vieillesse, je peux le repousser jusqu'à 70 ans. On peut voir ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux ou pas? Bon, ça a l'air mieux pas mal. On peut même repousser jusqu'à 72 ans, la RRQ maintenant. Hey, j'ai de l'argent jusqu'à ma mort maintenant, juste en faisant ce choix-là de repousser la RRQ, la sécurité vieillesse.
Oh, j'avais dit une demi-heure. Oh, je passe, je parle, je parle. Juste avant de parler précisément du REER versus CELI, je voulais juste aller dans détail résultat. Ça, c'est le cœur de l'outil. Donc, dans détail résultat, on a vraiment année par année, qu'est-ce qui se passe. Donc, donc la ligne jaune, c'est la retraite. Avant la retraite, ça va être juste l'épargne, là, on va y revenir. Après la retraite, c'est bon, la pension, le FRV, la RRQ, tout ce qui rentre. Ensuite, tu sais, on va vraiment année par année, tout ce qui se passe, qu'est-ce que je décaisse, dans quel ordre. Euh, bon, après mon REER, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, mon CELI, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, etc. Il y a beaucoup de colonnes. Moi, je vous encourage fortement à cacher les colonnes que vous n'avez pas besoin. Là, par exemple, il n'y a pas de conjoint. Bon, ben, on enlève toutes les colonnes du conjoint, on enlève, il n'y a pas de société, on enlève les colonnes de la société. Comme ça fait, c'est plus clean, on va dire. Bon. Petite chose à savoir dans cette page-là, qui est le cœur du calculateur, toutes les colonnes qui sont en jaune, qui ont un en-tête en jaune, ça, c'est des colonnes vraiment pour vous. C'est pour aller plus pointu. Je ne sais pas, moi, j'ai ma toiture à refaire. À ce moment-là, j'ai un 20 000 de dépenses de plus cette année-là. Ben, je peux aller comme rajouter des dépenses sur des années spécifiques. Ou, tu sais, je veux faire un gros voyage pendant 10 ans, tous les 2 ans, je sais pas, n'importe quoi. Ça peut être aussi, je continue à travailler à temps partiel pendant 5 6 ans, là, après ma retraite. Bon, toutes les jaunes, vous irez voir un héritage ou quelque chose. Toutes les jaunes, c'est des choses que vous pouvez rentrer manuellement. Je vais revenir dans les hypothèses de calcul. Bon, je vous l'ai dit que je voulais comme montrer un petit peu plus précisément REER, CELI, comment on va comparer ça. Ici, je vais vous expliquer la logique. Mon épargne, j'épargne 10 000. Après, j'ai 10 000 à mettre quelque part. Donc, ici, le pourcentage va dire, ben, mon 10 000, je vais essayer de le placer en REER. OK? Puis, est-ce que je veux calculer, si je place 10 000 en REER, est-ce que je veux calculer aussi le retour d'impôt et est-ce que mon retour d'impôt, je vais le réépargner? OK? C'est ça. Si je dis non, euh, ben là, c'est sûr que ça fait mal parce que si je réépargne mon retour d'impôt sur 10 000 pendant 16 ans même, ça fait un beau montant. Là, on voit la différence. Là. Si je dis que je réépargne mon retour d'impôt, ben, ça fait une méchante différence. Bon. Par contre, des fois, je dis ben, 10 000, je sais que c'est le montant total, même incluant le retour d'impôt. Donc, si vous savez que vous n'allez pas mettre plus que 10 000, même avec le retour d'impôt, ça ne sert à rien de le calculer. Bon. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut 10 000. Là, on met 100% en REER, mais il respecte les droits de cotisation. Je vais aller voir, je ne me souviens plus ce que j'ai mis. Donc là, notre 10 000, bon là, c'est pas 10 000 parce qu'on est en février. Donc, comme je vous ai dit, peut-être qu'on a déjà commencé à épargner. Là, on n'épargne pas toute la même chose. Là. Donc, notre 10 000, là, il y avait des droits de cotisation. Donc, ça va, on a tout mis en REER. Mais si j'avais dit qu'il me restait, je sais pas moi, juste 5 000 de place de REER, ben, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir mettre plus que 5 000 là. Donc, sur notre 10 000 ou 9 167, il va maximiser les REER et après, il va mettre le reste dans le CELI. Puis s'il n'y a plus de place en CELI, automatiquement, il va mettre le reste dans le non enregistré. Donc, il y a comme des vases communicants comme ça sur l'épargne. Euh, je pense que j'avais laissé mon option avancée, excusez. C'est pour ça que j'avais dit CELI. Hop, je vais vous expliquer ça après. Donc, c'est ça. Donc là, il maximise tu sais, le REER le plus possible. Puis bah là, il y a de la place. Alors, il n'en met plus en CELI parce qu'il maximise tout son REER tout le temps. OK. Si on veut comparer, encore une fois, on utilise, puis comparer. Moi, quand je compare REER et CELI, on veut comparer des pommes avec des pommes. Donc, il faudrait comparer avec le retour d'impôt. Parce que, ben, en tout cas, faites ce que vous voulez. Mais si votre retour d'impôt, tu sais, il est de 4 000, ben c'est sûr que vous aurez moins d'argent à épargner l'année d'après là, si vous mettez en CELI. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Donc, si on met enregistré comme ça, là, puis là, je dis, ben, c'est pas 100% de mon 10 000 que je veux mettre en REER, je veux tout mettre en CELI à la place puis voir ce que ça donne.
Donc, si je mets tout en CELI, on voit que le capital a beaucoup changé. Ah, est-ce que j'avais de la place en CELI? Oui, j'avais 30 000 quand même. OK. Si je mets tout en CELI, donc mon 10 000, à la place qu'il soit mis en REER, je le mets en CELI, puis je vois ce que ça donne. Ici, franchement, il n'y a pas une grosse différence, là. À part qu'on paye beaucoup, beaucoup moins d'impôts, mais comme on n'avait pas de retour d'impôt sur notre 10 000, parce que c'est plus du REER, ben, on part avec pas mal moins d'argent au départ de la retraite aussi, là. Donc, on voit que le graphique, il change beaucoup, là. Donc, on le voit dans l'épargne. Donc, on a notre épargne, on n'a plus de retour d'impôt, il n'y a plus rien qui est calculé. Puis là, on le met tout en CELI. Et là, on a maximisé nos CELI à un moment donné, là, parce que, tu sais, c'est 10 000, il y avait un petit peu de rattrapage à faire, mais à un moment donné, on le maximise, parce qu'on calcule les droits de cotisation. Donc là, une fois que c'est maximisé, par défaut, ça se met en non enregistré. Mais vous pourriez aussi dire, ben moi, c'est pas 0%, là, c'est 50-50, là. Vous pourriez mettre moitié REER, moitié CELI. Vous pouvez faire comme vous voulez, là, les pourcentages. OK? Euh, donc, c'est ça, la comparatif REER-CELI. Puis, vous pouvez voir aussi, mais là, mettons qu'on revient à zéro, là, pour comparer le REER avec le CELI à la base, là. Donc, on peut voir les choses. Puis, je calcule aussi l'allocation familiale. Donc, parce qu'on dit des fois, ben, c'est mieux en REER parce qu'il y a des allocations familiales. Oui, ça dépend. Tu sais, là, j'ai un cas, j'ai mis n'importe quel chiffre, n'importe comment, là, donc je ne savais pas qu'est-ce qui allait sortir. Parce que des fois, le REER est plus intéressant, des fois, le CELI est plus intéressant. Euh, donc, oui, il y a moins d'allocations familiales, mais des fois, c'est plus intéressant avec les stratégies de décaissement qu'on peut avoir, etc. Puis d'ailleurs, la stratégie de décaissement peut ne pas être la même si j'ai mis un REER ou j'ai mis un CELI. Donc, moi, je vous recommande, quand vous choisissez l'un, après, vous choisissez, mettons, je dis, je fais du CELI. Là, je peux essayer de changer puis de trouver la meilleure stratégie avec le CELI. Puis comparer CELI avec meilleure stratégie et REER avec meilleure stratégie. Ça serait logique. Bon. Euh, une autre petite fonctionnalité qui est juste dans la version avancée là, que vous pouvez utiliser, c'est que si vous êtes en même 70%, enfin n'importe quel pourcentage, si vous mettez quelque chose en REER, vous pourriez dire que le retour d'impôt, parce que ça, des fois, ça se fait, je mets en REER, mais mon retour d'impôt, je le mets en CELI. Bon, ben, je l'ai fait ici, donc on peut dire mon retour d'impôt, je vais le mettre en CELI. Donc, c'est ça que ça fait ici, cette petite option avancée-là. Là, j'en parle parce qu'on est spécifiquement là-dessus. Donc, là, ce que ça dit, c'est que je vais mettre un 10 000 de REER. Je vais mettre 100% de mon 10 000 en REER. Par contre, mon retour d'impôt, l'année suivante, ben, je vais le mettre en CELI. Donc là, ici, j'ai un 1806 l'année suivante de retour d'impôt parce que ce n'était pas un 10 000 parce qu'il y avait juste 5 000 de place, là, en tout cas. Donc là, celui-là, il va aller en CELI. OK? Donc, sur l'épargne, c'est pas mal ça. L'épargne aussi, la chose à savoir sur l'épargne, j'ai aussi une colonne jaune qui est ce que j'ai appelé grosses dépenses lors de l'épargne. Vous avez un projet où il faut acheter une voiture cette année-là, ben, c'est, tu sais, si vous l'achetez cash, là, ou en tout cas si vous mettez un certain montant. Disney World, je ne sais pas, une vacance, quelque chose, sur des années spécifiques, ben, ça va peut-être réduire vos épargnes de cette année-là. Puis ça va vous pourriez même comme piger dans vos économies pour cette dépense-là. Mettons que j'ai un 5 000 ici. Oh, j'ai pas un 50. Ben, 50 000 aussi, on peut, là, mais là, voilà, on retire du CELI parce que là, on n'en a pas assez, là, on n'a plus d'épargne, mais on n'en a pas assez. Je voulais mettre un 5 000, là, pas un 50 000. Donc, ça réduit l'épargne, puis ça peut même aller piger dans les économies s'il n'y en a pas assez d'épargne. Donc, c'est pas mal, je pense, ça fait le tour pour le REER CELI. Je n'ai pas d'autres choses à dire là-dessus. Là, faut jouer avec, faut regarder dans votre situation parce que ça ne va pas être la même réponse pour chacun, là. Qu'est-ce qui est le mieux ou pas le mieux. Puis là, j'ai même pas un cas où il y avait du supplément de revenu garanti, là. Là, ça peut avoir une grosse impact. Ça se calcule, puis là, ça se voit si REER ou CELI, REER, on perd du supplément de revenu garanti. Donc là, ça peut avoir un gros impact aussi. La dernière chose que je voulais vous montrer avant la période de questions, c'était puis je passe très, très vite. Je suis désolée, là, je vais... parce que je ne voulais pas passer 2 heures non plus. Euh, c'est la gestion au décès.
Bon, ici, il a vraiment plus grand-chose. On va le mettre un peu plus riche, là, parce que, mettons qu'il travaille une année de plus, là. Tiens, voilà, au moins il a un petit peu d'argent à la fin. Bon, ici, juste pour information, la version de base, elle a juste la partie du haut ici. Il n'y a pas toute la partie du bas. La version de base, tiens d'ailleurs, monsieur, chose à faire au début aussi quand vous remplissez le fichier. Venez dire si vous êtes si c'est une femme ou un homme, là, parce que l'âge de décès calculé ne va pas être le même. Eh oui, on n'est pas égal. Euh, donc, comment ça marche en fait, que ce soit pour base ou avancée, les deux ont accès à ce tableau-là. Donc, on dit si on a un conjoint aussi, féminin, masculin. Puis, on définit est-ce que je veux laisser le système calculer. Donc, c'est selon les normes de l'IQPF, l'Institut québécois de planification financière, là, qui calcule en fonction de l'âge actuel, ça va être quoi notre probabilité de survie. Souvent, on sous-estime ça, puis pour un plan de retraite, c'est pas très bon de se dire, oh, c'est pas grave, je vais mourir à 80 ans. Ouais, si tu me suivis après et que tu n'as plus d'argent, c'est pas le fun. Donc, moi, je recommande de laisser comme ça. Mais si vous voulez changer les chiffres puis dire, moi, je veux mettre un âge de décès manuel, puis je veux dire que je vais mourir à 90 ans, ben, je peux aller le changer ici puis le faire comme ça. OK? Pour les deux personnes. Bon, OK. Quand on a la version avancée, on a toute la partie du bas ici. Puis là, c'est la gestion de l'héritage, en fait. Qu'est-ce qui se passe au premier décès? Là, c'est une personne tout seul, mais s'il y a deux personnes aussi, on pourrait comme transférer au conjoint. Mais si, mettons, là, c'est une personne tout seul, bon, ben, au décès, quand Marie a 90 ans, ben, il lui reste 86 000 de REER, il lui reste 118 000 de CELI, il lui reste 26 000 de CRI FRV. Puis ça dépend de la stratégie, ça dépend de tout le reste. Bon, est-ce qu'il y a de l'immobilier? On n'en a pas mis. Est-ce qu'elle a une société? On n'en a pas mis, mais tout va se mettre ici. Et puis, dans cette page-là, là, c'est les parties en jaune qui sont modifiables. Tout le reste, ça se calcule tout seul. Donc, euh, le total brut va être ça. On calcule un estimé de l'impôt à payer, donc combien les héritiers vont pouvoir recevoir, à peu près. Là, tu sais, c'est sûr qu'on est dans longtemps, c'est très, très estimé. Ça donne une idée quand même. Donc, des fois, quand l'objectif est d'optimiser l'héritage, ben, ça peut être intéressant de venir là puis de voir que notre stratégie de décaissement, mettons, puis est-ce que REER, CELI, tout ça, ben, est-ce que ça va avoir un impact sur les héritiers aussi? Pas juste sur notre propre retraite, mais sur nos enfants, par exemple. Donc, c'est ça pour la gestion des décès. Pareil, je rentrerai pas dans le détail, là. Ben d'autres choses à dire là-dedans. Donc, voilà le rapport. Ben, il y a un rapport là, en français, en anglais. C'est peut-être plus pour les professionnels, mais pour les particuliers aussi, vous pouvez le regarder. C'est un petit résumé, en fait, avec certaines informations de base pour savoir, ben, parce que l'outil sert aussi à faire des simulations. Là. Vous pouvez, une fois que vous avez téléchargé, vous pouvez faire autant de copies que vous voulez. Puis, vous pourriez faire ça, c'est si j'arrête de travailler à 60 ans. Ça, c'est si j'arrête de travailler à 63. Ça, c'est si je prends du REER. Ça, c'est, tu sais, vous pouvez prendre autant de simulations que vous voulez. Même si ben, le mode petit tableau, il permet aussi de faire des comparatifs puis de voir la meilleure solution, là, mais vous pouvez faire autant de copies du fichier que vous voulez. Le rapport, donc vous pouvez sortir le rapport, va nous donner notre actif total, les placements, REER, CELI, non enregistrés, un petit peu un résumé du détail résultat, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, blablabla. Je passe vite là, mais est-ce que c'est la même chose que tout à l'heure, mais en rapport, tout simplement. OK. Bon, c'est très, très rapide, mon affaire. Je n'ai pas l'habitude d'expliquer si vite que ça. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Là, j'ai vu qu'il y avait peut-être un commentaire. Non, je n'ai pas vu de message. OK. Hmm. Attends, je vais juste voir. OK. Là, ce serait la période de questions. Vous avez peut-être des milliards de questions. N'hésitez pas, on est là pour ça. On est en direct pour justement répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous... Ah, il y a une question. Est-ce qu'on peut ajouter notre logo sur les rapports? Bien sûr.
C'est très facile. Supprimer ça, copier, tu sais, insérer, ben, en fait, copier l'image puis mettre dessus, c'est super facile à faire. D'ailleurs, j'encourage à le faire. Oui, la version de base prend en compte le supplément de revenu garanti aussi. Ouais. En fait, voilà. Ça, c'est souvent la question qui va se poser. Est-ce que ce serait mieux pour moi d'acheter la version de base ou la version avancée? Euh, c'est sûr que si vous avez vous voulez gérer la société ou de l'immobilier, ce serait la version avancée. Euh, la gestion d'essai pour l'héritage aussi, c'est la version avancée. Mais euh, la seule chose aussi, c'est si vous avez du non enregistré, je ne suis pas allée là, mais si vous avez du non enregistré, c'est mieux la version avancée parce que il y a des petites choses à clarifier là, dans les options avancées. Je ne suis pas passée au travers de ça. On peut aller plus loin pour optimiser les stratégies dans les options avancées. Puis dans les non enregistrés, il faut gérer des affaires en plus. Ah, vous ne vouliez pas parler, vous vouliez poser des questions par... c'est correct. Est-ce que le fichier... Oui, le fractionnement de revenus, bah tiens, c'est une bonne... Voilà, on est là. Fractionnement de revenus, c'est dans les options avancées. Donc, il y a juste à dire oui, ben là, je n'ai pas de conjoint, ça ne fait rien, là. Mais oui, on peut faire le fractionnement de revenus. Ah, l'immigration. Ah, ça, c'est une bonne question aussi. Alors, mais pas dans la version de base. Je l'ai mis dans... Parce que je veux garder la version de base simple quand même, mais je l'ai mis dans les options avancées. Si vous êtes immigrant, donc vous n'aurez pas forcément la totalité de la sécurité vieillesse. Donc ici, vous pouvez définir, ça fait combien de temps vous êtes au Canada. Et donc, ça va recalculer la sécurité vieillesse en fonction de ça. Quelle autre question? Quelle est la différence entre le calcul pour les sommes accumulées entre un CRI et un REER? Euh, les sommes accumulées selon le rendement, en fait, oui, je ne vais pas montrer là, mais vous définissez votre rendement ici, là. Puis, bon, prochaine version, j'aurai le rendement du CRI aussi. Puis, dans les pensions, ici, j'ai les rendements avant, puis rendement après, quand on a transféré à FRV, je l'ai mis à 3%. Vous pouvez mettre à ce que vous voulez. Euh, mais là, c'est pas tant à l'accumulation qu'il y a une différence entre le REER et le CRI, c'est plus décaissement, parce qu'il y a des minimums et maximums au CRI, alors que pour le REER, c'est juste l'obligation de décaisser un minimum est seulement à partir de 71 ans. Quel est le modèle que vous suggérez pour un couple avec une entreprise et un logement? Ah bah ça, c'est sûr, c'est et une entreprise, excusez, je vais finir. Une entreprise individuelle et un logement locatif, c'est sûr que c'est la version avancée, là, parce que la version de base, ça ne suffira pas. Est-ce que ça calcule les REE ou les REI ou autres? Les REE, je ne l'intègre pas parce que c'est un plan de retraite. Par contre, ce que j'intègre, c'est si vous voulez récupérer du REE, parce que les cotisations, vous pouvez les récupérer, sont à votre nom, vous pouvez les prendre pour votre retraite aussi. Donc, on peut définir un certain montant de REE à récupérer. Donc, les subventions puis les rendements sont au nom de l'enfant, mais la cotisation, c'est pour vous, non imposable, tout. Donc, si vous définissez un chiffre, si mettons que, je sais pas, moi, j'ai cotisé 15 000 de REE, puis je veux les récupérer, je ne veux pas le donner à mon enfant, je veux récupérer pour ma retraite, vous pouvez le mettre ici. Ce que ça fait aussi, c'est que ça va attendre que votre enfant le plus vieux arrive à 18 ans pour pouvoir le sortir. Donc, c'est pour ça aussi qu'on met la date de naissance de l'enfant. Mon Dieu, vous avez des questions, j'ai pas eu le temps de tout voir. Est-ce que nous pouvons ajouter des colonnes personnalisées? Je le recommande pas. Euh, euh, Ça devrait marcher en rajoutant des colonnes, mais tout est lié, hein? Donc, s'il y a un glitch quelque part, euh, oui, on peut rajouter des colonnes parce que tout se recalcule. Tu sais, quand on rajoute une colonne dans Excel, tout se recalcule bien. Je le fais souvent, rajouter des colonnes. Ce qui va peut-être moins marcher, c'est cacher colonne, afficher colonne parce que, bon, mis en place des systèmes de noms de colonnes, mais c'est pas parfait. Donc, le calcul devrait être bon, mais peut-être moins le cacher colonne, afficher colonne. Euh, Si les règles de retrait du CRI changent en juillet, est-ce qu'il y aura une version révisée du logiciel en juillet? Sinon, pourrait-on seulement ajouter le montant? Ben, en fait, c'est ça, c'est que là, pour l'instant, je travaille sur une autre version je voulais qu'elle soit prête pour aujourd'hui, mais non, il y avait trop de choses à tester, donc ça ne marche pas. Je préfère que tout soit beau, pas de problème. Avec les suggestions, en fait, j'ai comme fait une petite version avec les suggestions des gens qui avaient déjà acheté, puis que, tu
Tu sais, ça peut être des trucs bêtes, là, comme quand on imprimait le rapport, les couleurs étaient trop claires, donc on ne voyait pas tout. Donc, tu vois, des petites affaires comme ça, là, il n'y avait rien de trop majeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez la version, parce que c'est un achat par version, déjà, ce n'est pas un achat pour toujours, là, la version, vous achetez la version 2024. Et puis, quand il y a une nouvelle version qui sort dans le courant de l'année, parce que oui, il va y en avoir une, là, ben, quand vous vous connectez à votre compte, quand vous téléchargez la version, ça télécharge toujours la dernière version. Donc, ce que je fais quand je sors une version, j'envoie un courriel à tout le monde en disant, voici la nouvelle version, voici les nouveautés. Peut-être que dans votre cas, ça ne sert à rien de retélécharger parce que la nouveauté ne vous intéresse pas. Mais sinon, je le dis, ça. Est-ce que je vais le sortir en juillet quand les règles du CRI vont changer? Est-ce que je vais être si réactif que ça? Je ne sais pas. C'est pas trop compliqué, mais oui, ça pourrait être de mettre les sommes dans le REER à la place de le mettre dans le CRI parce qu'il ne va plus y avoir de maximum. Euh, Vous n'êtes pas obligé d'acheter le logiciel à chaque année en tant que particulier parce que ben, ça dépend si vous avez besoin de faire votre plan de retraite à chaque année, là. Mais oui, l'achat est annuel, donc vous achetez la version. Euh, Si vous utilisez une version, par exemple 2023, puis vous êtes rendu en 2026, là, ce sera plus bon les chiffres parce que les tables d'imposition changent chaque année. Les règles fiscales, par exemple, la limite du CRI change chaque année. Donc, moi, je fais des révisions chaque année, puis je change toutes les calculs, toutes les tables fiscales, tout ça. Euh, donc, c'est pas obligé de l'acheter chaque année, mais si vous voulez que ce soit précis, puis vous voulez faire un plan de retraite chaque année, oui, c'est par année l'achat. Pour le faire, les FRV, est-ce que possible de décaisser d'après l'âge du conjoint? Oui, bonne question. Effectivement, comme je l'ai dit, j'ai pas tout montré. Oui, il y a le faire selon l'âge du conjoint. Il y a même aussi, la question n'est pas là, mais je sais que ça se fait beaucoup aussi. Quand vous avez du non enregistré, euh, vous pouvez transférer votre non enregistré vers le CELI. Donc, chaque année, même pendant la retraite, dès qu'il y a de la place en CELI, pouf, on transfère. Ça évite de payer du gain en capital. Ben, en fait, ça en paye moins. Donc, ça, c'est une stratégie. J'en ai même rajouté de mettre dans le CELI du conjoint. Tant qu'à faire de maximiser les CELI, on va maximiser les deux. Merci beaucoup, Wandokité. Est-ce possible d'ajouter une rente viagère? Oui, dans les pensions, il y a une rente viagère ici. Là, il y a juste à mettre les montants. Euh, non, j'ai pas. Quand vous dites qu'un versement faire minimum, il n'y a pas d'impôt, la loi exige pas d'impôt. Par contre, à la fin de l'année, l'impôt est exigé en fonction du revenu total. Moi, l'impôt, pour l'instant, je calcule l'impôt sur l'année suivante. Donc, selon je vais montrer ici, là. Bon, là, c'est assez stable, on va dire, là. Mais je regarde qu'est-ce qui est sorti cette année-là, donc en fonction de la proportion de REER ou de CRI, tout ça. La pension, la RRQ, tout ça, c'est imposable. Donc, je vais calculer l'impôt l'année suivante sur l'année précédente. Euh, c'est en cours pour calculer sur l'année courante, mais de toute façon, c'est ça, là. Est-ce que l'on voit si un transférer REER? REER dans le CELI, là, vous pouvez faire le choix de dire, ça c'est peut-être un petit peu plus il y a des possibilités de le faire manuellement ici dans les détails résultats, de dire, mettons que je vais décaisser plus de REER, puis que je vais le cotiser dans le CELI. Je suis pas sûre qu'il y a un avantage fiscal à faire ça, là, mais on pourra se parler si vous en avez besoin de faire ça, comment le faire. Parce que moi, des fois, je peux aller jouer dans les chiffres, puis dans les colonnes, puis dans les formules. Là, si après, je vous montre comment faire, vous pourriez le faire vous aussi pour aller dans des petits cas précis, plus précis. Euh, le rabais forme 02 valide jusqu'à quand? C'est un code promo pour aujourd'hui. J'ai mis ça pour aujourd'hui. Euh, ben, l'immigration dans la version de base, parce que c'est pas quoi. C'est ouais, je pourrais. C'est juste que je veux pas complexifier la version de base. Je sais, en tout cas, je vais y réfléchir.
Les couleurs de cases, oui, je sais, j'aime ça les couleurs. Est-ce qu'il y a une logique pour de couleurs de cases? Euh, oui, il y en a une dans détail résultat. Tout ce qui est en mauve, c'est vraiment l'argent qui rentre pour la retraite. Et puis tout ce qui est en bleu, c'est l'épargne ici. Donc c'est pour ça que là, dans le REER, il y a du bleu, c'est ce qui rentre, et il y a du mauve, c'est ce qui sort. Euh, j'ai mis l'impôt en rouge. Rouge, c'est pas bien, en tout cas. Ce qu'on peut faire aussi, là, tant que je suis là, ce qui est intéressant, j'ai des colonnes d'inflation puis de rendement. Moi, je ne recommande pas de changer l'inflation ici. L'inflation ici, là, ça ne va pas juste changer vos dépenses là, qui augmentent selon le coût de la vie. Ça va aussi changer les tables d'imposition, la RRQ, la sécurité vieillesse, qui est en fonction de l'inflation. Donc, il faut faire attention là, c'est quand vous changez ça. Je le mets selon les normes de l'IQPF. Et puis, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une colonne ici. Donc, si vous vous dites, ah, 2024, ça m'étonnerait que ça reste à 2%, vous pourriez le mettre à 3,5, vous pourriez le mettre à d'autres chiffres pour cette année-là spécifiquement. Pareil pour les rendements. Si vous voulez faire un test de dire, ben moi, en début de ma retraite, là, si je plante de 15%, là, si je fais moins 15% ici, là, est-ce que ça passe ou ça casse? Donc, faire une simulation de scénario pessimiste, là, ça pourrait être fait aussi. Euh, alors, ouais, à 71 ans, je dois acheter mon fer ou FRV au 31 décembre de la même année. Par contre, mon versement sera l'année suivante. Est-ce que je peux indiquer que le versement sera l'année suivante? Oui, c'est déjà fait. C'est pas à 71 ans, c'est à 72 ans que les décaissements de fer commencent. Vous voyez ici, là, à 71 ans, on doit transférer, mais c'est à 72 ans que ça commence, le décaissement. Donc, ça se fait tout seul. Et oui, j'ai un document qui explique tout ça. J'ai un manuel d'utilisateur que vous pouvez télécharger sur le site web. Et puis, je propose aussi, comme je disais, un service d'accompagnement là, si vous avez besoin d'aide pour vérifier que vos chiffres sont corrects, pour twister des choses là un petit peu plus difficiles. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Toujours fichier téléchargé, ta, ta, ta. Est-ce que vous avez d'autres questions, ceux qui restent? Je pense que j'ai passé toutes les questions que j'ai vues. C'est bon. Il n'y avait pas d'autres questions. Bon, ben, dans ce cas-là, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais peut-être refaire ce genre de formation-là. On va voir là s'il y a de l'intérêt. Mais je voyais que vous étiez nombreux, donc ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Je vais peut-être refaire ça. Puis, vu que c'est enregistré, d'ailleurs, je vais arrêter l'enregistrement. J'aurais peut-être une petite question. Oui, question. Est-ce qu'il est possible, dans le tableau que vous avez montré tout à l'heure, de modifier un montant pour une année particulière? Par exemple, une entrée d'argent, une année. Ben oui, c'est ça. Toutes les colonnes en jaune sont là pour ça. Donc, par OK. exemple, revenu non imposable, là, tu sais, mettons que j'ai, je sais pas, quelque chose, là, 50 000 qui rentre cette année-là. Donc là, ben, je vais avoir un revenu additionnel cette année-là. Donc là, vous voyez, tout automatiquement, j'ai plus rien besoin de décaisser parce que j'ai suffisamment. Puis j'ai même ici la colonne en vert, c'est des surplus. Ça pourrait arriver qu'on a des surplus. Si j'ai des surplus, ça va automatiquement se réinvestir dans le CELI s'il y a de la place. Donc ça peut être ici, si vous le mettez dans cette colonne-là, par exemple, ça peut être imposable ou non imposable. Ici, c'est imposable, ici, c'est non imposable. Si vous le mettez ici, le montant reçu sur une année spécifique, ça va être comme un montant qui va servir pour le couple. Mettons qu'ici, il y a un couple, et puis s'il y a un surplus, ça va être envoyé aux deux égal. Par contre, si c'est un héritage, puis là, je vais juste revenir, afficher colonne pour montrer les deux, là. Si c'est un gros héritage, mettons là, qui est vraiment pour une personne, je recommanderais de le mettre ici. Si vous dites qu'on reçoit 200 000 sur une année spécifique, là, euh, oups. Donc là, vous mettez le chiffre ici, puis s'il y a un surplus, ben c'est cette personne-là. En fait, il va d'abord
épargner ce montant-là et après, comme continuer le travail du décaissement. Merci. J'espère que ça répond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, merci à vous d'être venu. Ah, question. Peut être cessé à 65 ans. La question, c'est la RRQ peut être cessée à 65 ans. Vaut-il la peine de l'arrêter ou pas si je travaille 2 jours semaine? Euh, la RRQ, OK. Je ne l'ai pas fait encore, le principe. En fait, c'est que quand on est avant la retraite, je ne calcule pas, moi, en fonction du salaire, combien on cotise à la RRQ. Ce qui est important, c'est combien on épargne, parce qu'on pourrait avoir un gros, gros salaire puis épargner très peu, ou avoir un petit salaire puis épargner 50% de notre salaire. Donc, c'est ça. Maintenant, la manière, c'est compliqué, là, la question, la manière de le vérifier, peut-être avec mon outil, c'est plus d'avoir les chiffres, qu'est-ce que ça va vous donner à la RRQ, de continuer à cotiser ou pas, puis de le mettre dans je cotise pas, puis d'essayer 2 simulations comme ça, là. Mais ça se fait pas tout seul, j'arrête de cotiser ou pas. Comment les fichiers traitent les revenus de dividendes? J'avais déjà fait ouais, en tout cas, un truc personnalisé pour vraiment une stratégie dividende, mais c'est pas grand monde qui l'utilise. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est quand vous faites du non-enregistré, quand je disais que quand on a du non-enregistré, il faut aller dans les options avancées. Puis oui, je sais que les stratégies de dividendes, c'est pas juste dans les non-enregistrés, mais c'est là qu'il y a un impact fiscal, là. Donc, le non-enregistré, il faut dire, ben si j'ai du non-enregistré de 40 000, là, ouais, c'est un petit montant, mais c'est pas grave. Euh, Là, il faut dire, ben, sur mon 40 000, est-ce que j'ai déjà du gain en capital? Donc, si j'ai déjà 10 000 de gain en capital, il faut le mettre ici. Puis après, il faut dire, ben, c'est placé dans quoi? Est-ce que c'est placé dans, est-ce qu'il va y avoir tu sais, j'ai 5% de rendement sur ce montant-là, mais il est placé où? Est-ce que le rendement, ce 5%, c'est des intérêts ou dividendes étrangers? Est-ce que c'est des dividendes? Est-ce que c'est du gain en capital? Pourquoi il faut le définir comme ça? C'est parce que moi, je fais le suivi de tout ça pour les impôts. Donc, quand on est, je vais y revenir, donc le non enregistré, chaque année, s'il y a des intérêts, est-ce qu'on a des obligations dans notre non enregistré ou si on a des dividendes canadiens, donc je vais calculer les intérêts, les dividendes canadiens, donc majoration d'impôt, puis crédit d'impôt sur les dividendes. Donc, si on a une stratégie de dividende puis que tout est en dividende, on pourrait le mettre en pourcentage, là. Puis au niveau du décaissement, ça va être au décaissement du non enregistré que je vais calculer la proportion du gain en capital, blablabla. C'est compliqué, là, mais c'est ça. Est-ce que les revenus... Ah ben, je pense que je viens de répondre à la question. Est-ce que les revenus, dividendes, intérêts, déplacements non enregistrés sont inclus dans la simulation? Oui. Donc, c'est ça, c'est que là, je calcule même si je ne décaisse pas mon non enregistré, j'ai des impôts à payer dessus, là. Donc, ça, c'est à titre informatif, les impôts ici. Puis, euh, ça va déduire un peu le. C'est comme si je prélevais les impôts à payer directement sur mon non enregistré. Et puis, ben, après la retraite, ben, là, tout est calculé. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'un comptable? Oui, on a encore besoin d'un comptable avec mon outil. C'est pas pareil, un comptable et un plan de retraite, là. Il y a moi, je fais affaire avec un comptable, donc c'est pas pareil. Mais oui, ça sert à prendre en main vos finances, puis pouvoir jouer avec vos chiffres. Puis c'est pas parce que vous avez l'outil que vous n'avez pas besoin de conseillers ou de professionnels, là. Au contraire, vous pourrez avoir une discussion avec vos professionnels, tiens, j'ai vu ça sur le fichier, qu'est-ce que tu me recommandes? Puis, tu sais, il y a des choses quand même, je ne sais pas si vous savez toutes les ces choses, vous pouvez aller voir dans les options avancées, si ça ne vous dit rien, là, fractionnement de revenus, tout ça. D'ailleurs, le fractionnement de revenus, je ne le mets pas par défaut à oui, parce que même si on fait un fractionnement de revenus dans mon outil, si vous ne le dites pas à votre comptable qui fait vos relevés d'impôts que vous voulez fractionner votre revenu, il ne se passera rien là. Donc, il faut quand même savoir, tu sais, pas juste pitonner les choses sur le fichier, il faut savoir de quoi on parle. Puis le mieux, c'est de parler à un professionnel si vous ne savez pas c'est quoi tout seul.
Les dividendes, gains en capital américain. Ben, dividendes, gains en capital américain, j'ai considéré ça comme des intérêts, donc 100% imposables, pour simplifier les choses. Donc, je les considère comme imposables à 100%. D'autres questions? J'attends, là, tout à l'heure, il y a eu comme d'autres questions qui sont arrivées après. Hmm. Parce que je pourrais en parler encore pendant des heures, mais tant qu'il y a du monde, je peux continuer, là. Hey, Julie, Oui. les REE, là, Ouais. euh, quand il y a plusieurs enfants, est-ce que tu décaisses au prorata ou ça déclenche au moment de... Non, c'est parce que peut-être que j'en viendrai à ce niveau de détail-là. C'est une bonne question. Non, pour l'instant, on dit un montant, puis dès que le plus vieux, il a 18 ans, puis qu'on a besoin de décaisser, on va le décaisser. Ce qui n'est pas forcément la réalité, là. Des fois, si tu as des donc c'est ça, individuel, puis avec, c'est ça, des enfants qui n'ont pas le même âge, etc. Bon, donc non, ça se fait pas là. Tu peux le faire. Mettons, tu veux aller plus catholique que le pape, là, tu pourrais aller le mettre, là. J'ai comme... où mon Réa? Ah, il est là. Réa disponible début d'année. Tu pourrais aller manuellement, tu sais, parce que ça se calcule tout seul, mais tu pourrais aller manuellement le pitonner que dire, ben, à telle année, mon vieux, il aura 18 ans, donc j'aurai le droit de récupérer un 15 000, mais tu sais, l'année suivante, mon autre, il arrive à l'âge où je pourrais décaisser aussi. Donc, je pourrais comme aller précisément sur des années, si on veut. OK, puis il arrive quoi? Tu le replaces, cet argent-là, automatiquement Non, ou... les REA, c'est pas placé, c'est vraiment... non, c'est pas placé en fait. Si tu le places avant la retraite, mets-le pas dans le REA. Le REA, c'est vraiment... je l'avais fait, OK, mais je comprends. plus pour les gens qui sont à la retraite avec des enfants qui arrivent à échéance du REA, ce qui arrive pas souvent, là, tu sais, d'être à la retraite avec des enfants qui... ça peut arriver, là. Mais si tu le décaisses avant la retraite, tu le mets juste dans l'épargne. Tu peux aller dans l'épargne, mettre sur une année spécifique, là, je reviens ici, là, et où mon l'épargne. Tu peux aller dire, ben, tu sais, là, c'est linéaire, là, mais tu peux aller dire que cette année-là, tu as une épargne de plus qui arrive parce que le REA arrive à échéance, par exemple. Hmm. Puis là, Ouais, ben, merci. c'est Je ça. comprends. Ah oui, le slogo, no go, oui, c'est ça. Là, nos dépenses, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit déjà? Notre 50 000 avec l'inflation, bon, on voit que ça augmente pas mal, là, puis c'est impressionnant avec l'inflation. Puis j'ai vu, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait les dépenses supplémentaires là qu'on pouvait mettre sur des années spécifiques. Mais on peut faire fluctuer aussi les dépenses dans les options avancées. J'ai un nouveau tableau qui est comme le go, slogo, no go. En tout cas, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Mais je trouve ça drôle. Donc, si vous voulez dire que ben moi, entre 62 ans et 70 ans, moi, je veux voyager, je vais dépenser vraiment plus. Donc, je vais avoir une proportion supplémentaire par rapport à ma dépense de base. On peut mettre ça comme ça. Puis, bah, après 85 ans, là, ça va se calmer. Ou au contraire, tu sais, on peut dire ça va se calmer, on va descendre. Ou au contraire, on peut dire, ben, je pense que je vais avoir des soins de santé qui vont se rajouter. Donc là, on pourrait comme changer, donc faire fluctuer les dépenses dans le temps. Donc, c'est ça. On peut s'amuser avec les dépenses comme ça, dans les options avancées. D'autres questions? Là, vous voyez, on a joué avec les chiffres, il y a plein de choses qui ont changé. Donc là, le graphique a changé aussi. Donc, ben, c'est bon. Et Julie, j'ai le goût de Oui, te poser une autre question. oui, Qu'est-ce vas-y. que tu est-ce que les rendements, c'est ce qui est recommandé par l'IQPF de base ou L'IQPF, il va vachement plus précisément. Il dit si tu es en croissance américaine, ce serait tel pourcentage. Si tu es en obligation, ce serait tel pourcentage. Si tu es en si. J'y viendrais peut-être là de respecter ben pas de respecter, mais de suivre la même manière que l'IQPF le calcule. J'ai regardé là. Je suis pas complètement dans le champ, mais ça dépend vraiment de chacun des placements. Puis je trouvais que c'est assez complexe d'aller spécifiquement dire
mon REER est basé, il y a tant là-dedans, il y a tant là-dedans, il y a tant là-dedans. Ça allait un petit peu trop, un petit peu trop précis. Je trouve que ça alourdissait l'outil. Donc, je l'ai laissé simple comme ça. Mais surtout, n'hésitez pas à changer selon votre profil d'investisseur, là. Ouais. Non, c'est excellent, c'était pas. C'est bien correct comme tu l'as Non, fait, mais là. j'ai réfléchi. Est-ce que je le mets parce que tu sais, je veux respecter les normes de l'IQPF, mais je trouvais que c'était lourd si je voulais les respecter. Parce que c'est vraiment, si tu hein, si es placé dans l'Europe, c'est tant de pourcentage qu'il faut faire. Si tu es en croissance, c'est tant de pourcentage. C'est c'est pas si simple que ça. C'est ça. Yes. Est-ce qu'il y a... Attends, je vais juste voir. Je vais arrêter le partage. Je vais arrêter le... arrêter